Je me souviens encore du bruit sec du téléphone qui a glissé de mes mains ce matin-là, quand on m'a dit que c'était fini. Pas de longues phrases, pas d'explication. Juste ce mot, fini, suspendu dans l'air comme une condamnation. On m'a parlé d'un accident, d'une route humide, d'un virage mal négocié. J'ai hoché la tête sans comprendre, parce que je ne savais pas encore que le choc le plus violent n'était pas celui qui avait brisé sa voiture, mais celui qui allait lentement fissurer ma vie. J'ai pleuré comme on pleure quand on croit encore que la douleur a un sens, quand on pense qu'avec le temps, tout finira par se calmer. À cet instant précis, je croyais être une veuve parmi tant d'autres, une femme qui devait apprendre à survivre au silence laissé par l'homme qu'elle aimait. Les jours suivants se sont déroulés comme dans un brouillard épais. Les gens parlaient autour de moi, mais leur voix semblait venir de très loin. On m'apportait des plats, on me tapotait l'épaule, on me disait que j'étais courageuse. Courageuse de quoi? Je n'en savais rien. Je me levais chaque matin avec l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même dans ce cercueil trop étroit. Dans l'appartement, chaque objet me rappelait sa présence. Sa veste accrochée derrière la porte, l'odeur de son parfum encore incrustée dans l'armoire, la tasse qu'il utilisait toujours et que je n'osais pas laver. J'avais l'impression que le monde continuait à tourner sans se rendre compte que, pour moi, tout s'était arrêté. Très vite, on a commencé à me regarder différemment. Pas avec compassion, mais avec une sorte de gêne, comme si mon chagrin dérangeait. Quand je posais des questions sur l'accident, sur l'enquête, sur les circonstances exactes, on me répondait par des sourires polis. On me disait que je devais accepter, que je cherchais des complications là où il n'y en avait pas. Une femme m'a même glissé, un jour, que je ferais mieux de penser à l'avenir plutôt que de remuer le passé. J'ai senti ce jour-là quelque chose se refermer en moi. Ma douleur devenait un problème. Mon besoin de comprendre une faiblesse. Les années ont passé et j'ai appris à porter ce rôle de veuve silencieuse. On m'avait classée dans une case, celle de la femme confuse, un peu trop émotive, incapable de faire la paix avec ce qui s'était passé. Chaque fois que je mentionnais une incohérence, un détail qui ne collait pas, on me faisait sentir que j'exagérais. J'ai fini par me taire, non pas parce que mes doutes avaient disparu, mais parce que je ne supportais plus d'être regardée comme une folle. Le soir, seule dans mon salon, je revivais sans cesse la dernière conversation que j'avais eue avec lui. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que tout irait bien. À l'époque, je n'avais pas compris le poids de ces mots. Un après-midi d'hiver, alors que la pluie martelait les vitres et que le ciel de Paris semblait aussi lourd que mes pensées, j'ai décidé de ranger ses affaires. Pas par courage, mais par fatigue. Fatigue de vivre entourée de fantômes. J'ai ouvert une vieille mallette que je n'avais jamais vue auparavant, cachée tout en haut d'une armoire. À l'intérieur, il y avait des papiers soigneusement rangés, trop soigneusement pour être anodins. Des contrats, des noms que je ne connaissais pas, des chiffres entourés en rouge. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'était pas la curiosité qui me poussait à lire, mais une sensation plus profonde, comme si une vérité enfouie cherchait enfin à respirer. En tournant les pages, j'ai compris que l'homme que j'avais aimé me cachait une partie de sa vie. Des messages imprimés, des échanges codés, des rendez-vous notés à la hâte. Certains noms revenaient sans cesse, associés à des lieux précis, des parkings, des entrepôts en périphérie de la ville. J'ai ressenti un mélange de peur et de honte, comme si j'étais en train de trahir sa mémoire en fouillant ainsi. Pourtant, au fond de moi, une voix insistait. Ce n'est pas fini. Ce jour-là, pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que je n'étais pas folle, que mes questions avaient un sens. Plus je lisais, plus l'idée de l'accident s'effritait. Les dates, les montants, les messages effacés racontaient une autre histoire, une histoire dangereuse, opaque, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. J'ai compris qu'il avait fréquenté des personnes qui ne laissaient pas de place à l'erreur, des gens pour qui une dette ne se règle pas avec des excuses. Un frisson m'a parcouru le dos. Tout ce temps, on m'avait demandé d'accepter une version simplifiée de la réalité, alors que la vérité, elle, était bien plus sombre. En refermant la mallette, j'ai su que ma vie venait de basculer une seconde fois. Cette fois, il n'y aurait pas de fleurs, pas de condoléances, pas de mots réconfortants. Juste un chemin solitaire fait de révélations et de dangers silencieux. Je ne savais pas encore jusqu'où cette découverte allait me mener, ni combien de personnes proches de moi savaient déjà. Je savais seulement une chose. L'accident n'était qu'un mensonge commode, et ce mensonge avait été construit sur mon dos, pendant que je pleurais et qu'on me demandait de me taire. Après cette découverte,
je n'ai plus jamais regardé mon appartement de la même manière. Les murs semblaient écouter, les silences avaient une densité nouvelle. Chaque bruit dans l'escalier me faisait lever la tête. Chaque coup de klaxon dans la rue me rappelait que le monde extérieur continuait, indifférent à la tempête qui se formait en moi. J'ai passé des nuits entières assise à la table de la cuisine, les documents étalés devant moi, à tenter de reconstituer une histoire que personne ne voulait entendre. Plus je reliais les dates, plus je comprenais que son implication n'était pas un simple dérapage, mais une spirale. Une spirale qu'il avait aspirée et qui, désormais, me frôlait dangereusement. J'ai commencé à observer les gens autour de moi avec un regard neuf. Ceux qui me consolaient autrefois évitaient maintenant mon regard quand je posais des questions plus précises. Certains changèrent de sujet, d'autres me parlaient comme à une enfant fatiguée. On me répétait que remuer le passé était malsain, que je devais préserver ma santé. Ces mots, présentés comme bienveillants, avaient le goût amer du mépris. Je sentais confusément que plusieurs d'entre eux savaient. Ils savaient, et ils avaient choisi le confort du silence plutôt que la vérité. Cette réalisation a été plus douloureuse encore que la perte elle-même. Un soir, en relisant un échange crypté, j'ai reconnu un prénom que j'avais entendu lors de dîners, prononcé à voix basse, suivi d'un rire nerveux. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, ce simple mot prenait une autre dimension. J'ai senti mes mains trembler. Ce n'était plus une hypothèse lointaine, c'était une toile, et j'en voyais enfin les fils. J'ai compris que mon mari avait franchi une frontière invisible, celle dont on ne revient pas sans payer un prix. Et ce prix, il l'avait payé de sa vie. Les jours suivants, la peur s'est installée dans mon quotidien. Pas une peur spectaculaire, mais une peur sourde, persistante. Celle qui vous accompagne quand vous sortez acheter du pain, quand vous attendez le bus, quand vous fermez la porte le soir. Je me demandais si quelqu'un savait que j'avais trouvé ces documents, si quelqu'un m'observait, évaluant ce que je savais, ce que je pouvais dire. Pourtant, malgré cette angoisse, une détermination nouvelle naissait en moi. Pendant des années, on m'avait réduite au silence. Cette fois, je refusais de redevenir invisible. J'ai pris rendez-vous avec un ancien collègue de mon mari, un homme discret, toujours en retrait lors des réunions familiales. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du canal, un endroit banal, presque rassurant. Il a d'abord nié, puis évité mes questions, avant de céder. Son regard fuyait le mien, et ses mains jouaient nerveusement avec sa tasse. Sans entrer dans les détails, il m'a confirmé ce que je redoutais. Mon mari avait travaillé avec des personnes liées à la mafia. Pas par ambition, mais par peur. Une erreur initiale, suivie de concessions de plus en plus graves. En sortant du café, j'ai eu l'impression que l'air était devenu plus lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Cette révélation a tout changé. Elle a donné un sens aux incohérences, au silence, aux regards gênés. Elle a aussi fait remonter une colère froide, longtemps étouffée. Pas seulement contre lui, pour ses mensonges, mais contre ceux qui m'avaient laissé porter seul le poids de cette vérité. Il m'avait regardé pleurer, douter, me justifier, tout en sachant que l'accident n'était qu'une façade commode. Cette injustice m'a traversée comme une lame. Je n'étais pas seulement une veuve, j'étais devenue la gardienne involontaire d'un secret honteux. À mesure que j'avançais, je découvrais l'étendue des accords dissimulés, des transactions douteuses, des compromissions. Des personnes que je croyais éloignées étaient en réalité très proches de cette affaire. Certaines avaient bénéficié de son silence, d'autres avaient tout fait pour le maintenir. Et moi, au milieu, j'avais servi de paravent idéal. Une femme endeuillée, trop fragile pour qu'on prenne ses doutes au sérieux. Cette prise de conscience m'a donné une force étrange. Une force calme, presque glaciale. Je savais que parler serait dangereux, que dévoiler ces informations pouvait me coûter cher. Mais je savais aussi que continuer à me taire revenait à accepter l'humiliation. J'ai commencé à rassembler des preuves, méthodiquement, sans précipitation. Chaque document, chaque message, chaque témoignage était une pièce de plus dans un puzzle que je refusais désormais d'ignorer. Je ne cherchais pas la vengeance, seulement la vérité. Une vérité qui, une fois révélée, ne pourrait plus être étouffée. À la fin de cette étape, une certitude s'est imposée à moi avec une clarté douloureuse. L'histoire officielle allait s'effondrer. Et quand ce serait le cas, ceux qui avaient ri de mes questions, qui m'avaient traité comme une veuve dérangeante, devraient affronter leur propre reflet. Je n'avais pas encore imaginé comment, ni quand.
Je savais seulement que le silence touchait à sa fin et que la honte, bientôt, changerait de camp. Quand j'ai compris que la vérité ne se révélerait pas d'elle-même, j'ai cessé d'attendre. J'ai appris à avancer lentement, avec prudence, comme on marche sur un sol fissuré, sans savoir où se trouve le prochain effondrement. Chaque matin, je me répétais que je n'étais plus seulement une femme endeuillée, mais une femme éveillée. Cette pensée m'accompagnait lorsque je sortais, lorsque je croisais des visages familiers, lorsque je sentais certains regards glisser sur moi avec une inquiétude mal dissimulée. Ils savaient que quelque chose avait changé, même s'ils ignoraient jusqu'où j'étais prête à aller. J'ai commencé par relire tout ce que j'avais trouvé, encore et encore, jusqu'à ce que les mots cessent d'être des signes confus et deviennent une histoire cohérente. Les chiffres parlaient, les dates s'alignaient, les noms formaient un réseau précis. Ce n'était plus une intuition, c'était une certitude. Mon mari n'était pas mort par hasard. Il avait été rattrapé par un monde où l'on ne pardonne pas les erreurs, où la loyauté se paie en silence ou en sang. Cette prise de conscience m'a coupé le souffle, mais elle m'a aussi donné une lucidité nouvelle. La peur, paradoxalement, se transformait en clarté. Autour de moi, l'atmosphère changeait subtilement. Une voisine qui autrefois s'arrêtait pour discuter pressait désormais le pas. Un ancien ami évitait de répondre à mes messages. Lors d'un repas de famille, une phrase anodine s'est interrompue brusquement quand je suis entrée dans la pièce. Ces petits détails, presque invisibles, confirmaient ce que je savais déjà. Mon ignorance avait été confortable pour beaucoup. Mon éveil, en revanche, devenait une menace. Je n'avais encore rien dit, rien dénoncé, mais le simple fait de savoir me rendait dangereuse. Un après-midi, en fouillant une boîte à chaussures oubliée, j'ai découvert un carnet. Son écriture, reconnaissable entre toutes, remplissait les pages de notes courtes, parfois illisibles. Il y parlait de rendez-vous manqués, de pression, de promesses qu'il n'aurait jamais dû faire. À la dernière page, une phrase m'a glacée. « Si quelque chose m'arrive, elle doit comprendre. » Il parlait de moi. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré sans retenue. Non pas de chagrin, mais de colère. Il avait su. Il avait su que le danger se rapprochait et pourtant il m'avait laissé dans l'ombre. Cette découverte a marqué un point de non-retour. Je ne pouvais plus prétendre ignorer ce que j'avais entre les mains. J'ai pris contact avec un avocat, un homme connu pour sa discrétion, recommandé à voix basse. Dans son bureau au mur tapissé de dossiers, j'ai raconté mon histoire sans détour. Il a écouté sans m'interrompre, son visage impassible. Quand j'ai terminé, il m'a regardé longuement avant de me dire que ce que je détenais était sérieux et surtout dangereux. Ces mots n'étaient pas un avertissement, mais une confirmation. En sortant de son cabinet, j'ai senti le poids de la décision que je venais de prendre. À partir de ce moment, j'ai vécu dans un entre-deux étrange. Officiellement, rien n'avait changé. Je continuais mes habitudes, mes trajets, mes silences polis. Mais intérieurement, chaque geste avait une autre signification. J'étais devenue une observatrice attentive, presque invisible. J'écoutais plus que je ne parlais. Je notais mentalement chaque réaction, chaque incohérence. Certaines personnes, que je croyais insignifiantes, prenaient soudain une importance nouvelle. Un mot de trop, un regard appuyé, un silence prolongé devenaient des indices. Puis, il y a eu ce message anonyme, glissé dans ma boîte aux lettres. Une simple phrase, écrite à la main. « Laissez le passé dormir ». Je l'ai lu plusieurs fois, sans ressentir la panique attendue. Au contraire, une forme de calme m'a envahi. Cette tentative d'intimidation signifiait que je m'approchais trop près de la vérité. Il n'aurait pas pris la peine de me prévenir si je n'avais pas déjà franchi une ligne invisible. Ce jour-là, j'ai compris que le danger était réel, mais que le silence ne me protégeait plus. Les semaines suivantes ont été les plus éprouvantes de ma vie. Je dormais peu, toujours à l'écoute du moindre bruit. Pourtant, chaque matin, je me levais avec la même résolution tranquille. Je n'agissais pas par impulsion, mais par nécessité. La vérité n'était plus seulement une question de justice pour mon mari, mais une question de dignité pour moi. Pendant trop longtemps, j'avais été humiliée, traitée comme une femme fragile, incapable de comprendre la complexité du monde qui l'entourait. Peu à peu, j'ai commencé à transmettre certaines informations, prudemment, par étapes, pas à n'importe qui, à ceux qui avaient le pouvoir d'écouter sans juger, d'agir sans se précipiter. Chaque révélation était mesurée, contrôlée. Je savais que la moindre erreur pouvait tout compromettre.
Pourtant, malgré la tension constante, je ressentais une étrange paix, comme si, enfin, je marchais dans la direction juste, même si elle était dangereuse. À la fin de cette période, une chose était devenue évidente. La façade allait se fissurer. Les mensonges, accumulés pendant des années, ne pouvaient plus tenir face aux preuves. Ceux qui avaient cru que le secret mourrait avec lui commençaient à comprendre leur erreur. Et moi, au cœur de cette tempête silencieuse, je me préparais à l'inévitable moment où la vérité sortirait au grand jour, entraînant avec elle des conséquences que personne n'avait anticipées. Le moment où tout a basculé n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de sirène sous mes fenêtres, ni de coups frappés à ma porte au milieu de la nuit. La vérité est sortie lentement, presque discrètement, comme une fissure qui s'élargit jusqu'à faire s'effondrer un mur que tout le monde croyait solide. Un matin, j'ai été convoquée pour témoigner. Pas en tant que veuve égarée, mais en tant que pièce centrale d'un dossier devenu trop lourd pour rester enterré. En entrant dans cette salle impersonnelle, j'ai senti sur moi les regards de ceux qui, autrefois, m'avaient demandé de me taire. Cette fois, ils ne souriaient plus. Je me suis assise, droite, les mains posées sur la table. Ma voix ne tremblait pas. J'ai raconté les faits, simplement, sans colère apparente. Les documents parlaient pour moi. Les messages, les contrats, les carnets. Chaque élément retirait une couche de mensonges soigneusement entretenue. À mesure que les questions avançaient, je voyais certains visages se décomposer. Ceux qui m'avaient traitée comme une femme incapable comprenaient enfin qu'ils s'étaient trompés. Le silence qui suivait mes réponses n'était plus dirigé contre moi. Il pesait désormais sur eux. Quand l'affaire a commencé à être évoquée publiquement, les réactions ont été rapides. Les mêmes personnes qui me tournèrent le dos cherchaient maintenant à me joindre. Des excuses maladroites, des tentatives de justification, des silences gênés. Je n'ai répondu à presque personne. Ce n'était pas par orgueil, mais par nécessité. J'avais passé trop d'années à expliquer ma douleur à des oreilles fermées. Désormais, je n'avais plus rien à prouver. La vérité avançait sans moi, implacable. Les révélations ont mis au jour un réseau de mensonges bien plus vaste que ce que j'avais imaginé. Des accords dissimulés, des protections tacites, des complicités silencieuses. Mon mari n'avait pas été le seul à payer le prix de ces arrangements. D'autres noms sont apparus, d'autres responsabilités ont été établies. Certains ont perdu leur statut, d'autres leur réputation. La chute n'a pas été brutale, mais elle a été irréversible. Et moi, au milieu de cette tempête médiatique que je n'avais jamais cherchée, je restais étonnamment calme. Un jour, en croisant le regard de l'un de ceux qui m'avaient humilié pendant des années, j'ai compris que la justice la plus profonde n'avait pas besoin de cris. Il n'a rien dit, il n'a pas osé. Son silence valait plus que n'importe quelle excuse. À cet instant précis, j'ai senti un poids quitter ma poitrine. Pas celui du chagrin, qui ne disparaît jamais vraiment, mais celui de la honte qu'on m'avait imposée. Elle n'était plus à moi, elle avait changé de camp. La mémoire de mon mari a, elle aussi, trouvé une autre place. Il n'était plus seulement l'homme mort dans un accident, ni le coupable idéal d'une histoire que l'on voulait simplifier. Il redevenait un être complexe, faillible, pris dans un engrenage qu'il n'avait pas su arrêter. Cela ne justifiait pas ses choix, mais cela les rendait humains. Et cette humanité, enfin reconnue, m'a permis de faire la paix avec ce que nous avions été. Le pardon n'a pas été immédiat. Il s'est construit lentement, dans le silence retrouvé de mon appartement. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je sens parfois des regards me suivre. Non plus par pitié, mais par respect mêlé de gêne. Je ne cherche ni reconnaissance, ni revanche. Je vis simplement avec la certitude d'avoir refusé de disparaître. J'ai appris que le silence peut être une arme quand il est choisi, mais qu'il devient une prison quand il est imposé. En brisant celui qu'on m'avait collé sur les lèvres, je n'ai pas seulement révélé une vérité dangereuse, je me suis rendu ma dignité. Il m'arrive encore de repenser à cette phrase « C'était un accident », répétée comme une prière pour étouffer les questions. Elle me fait sourire tristement, car je sais maintenant que les accidents ne durent pas des années, qu'ils ne nécessitent pas tant de mensonges, tant de complicité. La vérité, elle, finit toujours par remonter, même quand on la croit noyée. Elle trouve un chemin, parfois à travers la douleur d'une femme qu'on pensait trop faible pour parler. Je vis désormais dans une forme de calme que je n'aurais jamais cru possible. Pas un calme naïf, mais un calme solide, forgé dans l'épreuve. Je n'ai rien gagné de matériel dans cette histoire.
J'ai gagné quelque chose de plus rare, la certitude que ma voix compte, que même face à la peur, même face à des forces qui semblent intouchables, la vérité peut être dite. Et quand elle l'est, elle ne détruit pas tout. Elle remet simplement chaque chose à sa place. Ce que j'ai appris, je le porte en moi comme une leçon silencieuse. On peut être humilié, ignoré, rabaissé pendant des années, et pourtant rester debout. On peut être regardé comme une veuve confuse et devenir celle par qui la lumière entre. Je n'ai pas cherché à être forte. J'ai seulement refusé de continuer à mentir à moi-même. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande forme de justice.